Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Lise. Bonjour. Je suis contente de te retrouver. Pour mettre un petit peu de contexte, avec Lise, on s'est rencontrés au stage niveau 2 de RE. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur RE avec Nicole Saradon pour les personnes que ça intéresse. Donc on s'est rencontrés là-bas et c'est là-bas que tu m'as raconté un peu ton parcours, ce que tu faisais et tu vas un peu le raconter aux auditeurs. Mais tu m'as parlé de quelque chose que tu faisais, c'est la thérapie par le jeu. Alors moi directement ça a éveillé ma curiosité, je me suis dit OK, qu'est-ce que c'est ? Je veux tout savoir. On va faire un épisode sur le sujet et tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, que tu nous dises un peu voilà la thérapie par le jeu, à qui ça s'adresse, comment ça marche, comment on remet du jeu dans sa vie d'adulte, parce que tu travailles beaucoup avec les enfants, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de parler de la dimension quand on est adulte. Donc voilà, qu'est-ce que le jeu finalement, etc. Enfin bref, on y reviendra après. Avant, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers la thérapie par le jeu, quel est ton parcours, voilà, ce que tu veux nous partager, ce qui te vient. Alors la thérapie par le jeu, c'est un peu un hasard cette rencontre, bon, si le hasard existe. Je suis à la base psychologue. Je me suis formée, j'ai été diplômée en 94 et puis après je me suis formée à différentes approches. J'ai fait l'école d'Isabelle Filiosa, qui s'appelait à l'époque l'EIREM, l'école des intelligences émotionnelles et relationnelles. Et puis je me suis formée à une approche peu connue encore en France, que tu connais aussi, Lily Rose, qui est RE, Relationship Enhancement, dont les auteurs sont Bernard et Louise Guerney. Et en fait, ces auteurs sont aussi les auteurs d'une approche autour du jeu, donc de la thérapie non directive par le jeu, en tout cas une certaine approche, parce que ça existait avant eux. Mais vraiment, ce qu'ils ont créé, c'est la thérapie filiale, qui est une thérapie par le jeu enseignée aux parents ou plus généralement aux éducateurs, aux caregivers, ceux qui prennent soin de l'enfant. D'accord, donc c'est en découvrant RE que tu as découvert également cette thérapie filiale ? Oui, parce que j'ai été formée à RE par deux femmes extraordinaires, Nicole et France Saradon. Et France venait des États-Unis, elle habite au Nouveau-Mexique. Et souvent, dans les formations RE, elle nous parlait de Louise Guerney, de son autre bijou, de son autre pépite, qui est la thérapie filiale, qui dérive de la thérapie par le jeu non directive. Et elle disait, oui, tiens, il y a une conférence, une formation à Washington, tout ça. Bon, ça me semblait un peu lointain. Mais à force, elle est très persévérante, France. Et donc, moi, je me suis renseignée et je me suis même démenée avec Monique Ducard, qui était la présidente de l'Institut francophone de la relation. Je me suis démenée pour trouver une formatrice, Virginia Ryan, qui est en Angleterre, pour que on puisse se former en France. Et à l'heure actuelle, en fait, ce que j'espère, mon vœu, c'est vraiment de pouvoir former aussi des personnes maintenant en France à la thérapie par le jeu non directive et à la thérapie filiale. C'est ce que je veux faire avec le soutien d'IFRE, de l'Institut francophone de la relation, et en co-animation avec une amie et consoeur psychologue, Virginie Lelon. D'accord, parce que à ce jour, en France, tu connais très peu de personnes qui font ça, c'est ça ? Oui, en fait, c'est vraiment une approche qui est très très peu connue en France. C'est un peu curieux parce que quand on travaille, moi je travaille pas seulement avec les enfants, je travaille avec les adultes, avec les couples, et je travaille aussi avec les enfants et les familles. Et je trouve ça curieux qu'avec les enfants, il n'y ait pas plus d'approche qui soit basée autour du jeu, parce que les enfants jouent. Les petits-enfants, entre 3 et 10 ans, ils peuvent parler, mais leur langage, c'est le jeu. Et en France, il y a un peu, ça commence à venir, la thérapie par le jeu, il commence à y avoir des petites formations, mais très très peu, ça reste très confidentiel pour le moment, ça se compte sur les doigts de la main. Et en tout cas, cette approche non directive qui s'inscrit dans le courant humaniste, dans le courant rogerien, là, il y a vraiment encore moins d'approches de ce type-là. Donc c'est vraiment nouveau, il y a un vrai besoin, je pense, en France. Ouais, de rapporter du jeu. Et d'ailleurs, pour toi, quelle est l'importance du jeu dans la vie de quelqu'un ?
Ouais. Alors, pour parler de l'importance du jeu, on pourrait parler de ce que serait un monde sans jeu, peut-être. Ouais, alors, carrément. C'est une idée qui est pas de moi, qui est d'un docteur américain qui s'appelle Stuart Brown. Et Stuart Brown, le docteur Stuart Brown, il a posé la question, que serait un monde sans jeu? Il dit que ce serait un monde certainement avec beaucoup moins d'innovation, très peu de créativité, très peu d'humour, et au final un monde sans joie, un monde dépressif. Alors que à l'inverse, quand on introduit le jeu dans la vie devient plus joyeuse, plus optimiste, permet la créativité, l'innovation. Et le jeu a vraiment des fonctions très très importantes depuis tout petit jusqu'à la mort. Mais ce sont des fonctions qui sont largement méconnues. Mais en tout cas, avec les enfants, ça me semble maintenant que je me suis formée vraiment incontournable. Je pense qu'un psychologue, un psychopraticien, quelqu'un qui travaille avec l'enfant, un éducateur, s'il ne joue pas avec l'enfant, s'il ne connaît pas le jeu, il passe à côté de quelque chose, il me semble, de fondamental. Je me souviens quand on préparait un petit peu l'épisode, on avait vraiment fait un peu ce constat entre le jeu et la joie, que voilà, le jeu apportait la joie et c'est ce qui permet aussi le lien. Oui, et le jeu apporte la joie, et j'aime bien que tu insistes là-dessus parce que souvent, c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est un jeu. Parfois, si on voit un chahut entre, imaginons 2 enfants de 5 ans qui chahutent, on les regarde chahuter et on se dit, mais est-ce que vraiment ils sont en train de se taper avec violence ou bien est-ce qu'ils sont en train de jouer? Et souvent, s'il y a de la joie, s'il y a des rires, s'il n'y a pas de sourcils froncés, ça signifie qu'ils sont dans un jeu. Souvent, on interdit d'ailleurs les jeux de chahut. Alors, ça fait partie il y a plein de types de jeux. Il y a plusieurs classifications des jeux, mais le chahut, ça fait partie des jeux locomoteurs, des jeux sociaux qui se développent entre, on va dire, 3 ans et 10 ans. Ça décroît normalement après à l'adolescence. Mais ce sont des jeux importants pour les enfants. Le jeu de chahut, c'est-à-dire un peu quand on dit jeu de main, jeu de vilain, c'est ça par exemple? Oui, voilà, jeu de main, jeu de vilain, c'est ça. C'est que ce sont des jeux qui ont mauvaise presse, que les enfants ont besoin d'éprouver leur force et ont besoin de ce contact physique. D'ailleurs, c'est ce qui a été aussi fortement interdit pendant les 3 années de période Covid, de crise que nous avons vécue, alors que les enfants ont vraiment besoin de se toucher, de se prendre dans les bras et aussi de se confronter. D'ailleurs, les garçons comme les filles. Ouais. Oui, c'est ce qui permet de découvrir le monde, l'environnement, eux-mêmes. Oui, de connaître ça, de développer sa force et son adresse musculaire et de s'éprouver, de savoir jusqu'où je peux aller dans le contact. Les enfants savent aussi ne pas se faire mal. En tout cas, ils l'apprennent. Ouais. Et comment remettre cette joie dans le jeu? Comment remettre de la joie du jeu dans notre vie d'adulte? D'adulte et même peut-être quel cadre poser pour les enfants? Parce que j'imagine que ça nécessite un cadre. Effectivement, il y a des alertes, il y a des choses qui peuvent nous alerter. Justement, quand on voit que il y a une dispute ou qu'il n'y a pas du tout de joie, est-ce qu'on est dans le jeu? Et du coup, voilà, comment remettre cette joie dans le jeu? Qu'on soit adulte ou enfant, finalement. Quand il y a une dérégulation, quand on voit que d'un coup, c'est parce que c'est vrai que c'est quand même assez fréquent que, par exemple, là, je parlais de 2 enfants qui chahutent et qui combattent, et à un moment donné, en termes polyvagal, ça c'est la théorie polyvagale. Je pourrais faire carrément un autre enregistrement là-dessus parce que c'est passionnant et j'en suis qu'au début de mes découvertes. Mais on dit que quand un enfant joue, ce qui est engagé, c'est ces 2 parties de son système nerveux autonome. La partie qui s'appelle vagal ventrale, c'est une partie du nerf vague, et le système sympathique. Et les 2 cohabitent et sont en équilibre. Mais si à un moment donné, le système sympathique, en fait, entre en action quand il y a du stress. Et si l'enfant perçoit un signal comme du stress, par exemple, il a l'impression que l'autre l'a poussé ou a triché. C'est plus du jeu parce que son système sympathique prend le dessus. Et là, il peut en effet avoir envie d'en découdre avec l'enfant qui est en face ou l'adulte qui est en face. Et on le voit parce que il va avoir, par exemple, il y a plus de rire. Il y a les sourcils qui se froncent. Il y en a un qui prend le dessus. Vraiment, et on peut observer des gestes plus violents. Et à ce moment-là, c'est important de dire stop, et d'éloigner les protagonistes parce que c'est leur système. Ils ont un système nerveux qui se régule pas comme ça encore tout seul. Ils ont
souvent, surtout plus ils sont petits, plus c'est vrai, ils ont vraiment besoin d'adultes qui soient là avec bienveillance mais fermeté pour les séparer, pour contribuer à réguler leur système nerveux autonome. Oui, et pour mettre un petit peu de RE, pour résoudre peut-être le conflit, ce serait d'écouter l'un l'autre et de montrer l'empathie, quoi. Et alors, c'est là que l'approche RE, l'approche relationnelle RE pourrait tout à fait intervenir, peut-être pas à chaud, mais quand ils sont un peu calmés, d'avoir quelques techniques, justement, de gestion du stress, de les séparer, et après, d'écouter chacun, bien sûr, et de pouvoir même les aider à résoudre le problème. Ouais. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je vous invite à écouter l'épisode avec Nicole si jamais ça vous intéresse. Ah oui. Et du coup, une notion que je trouve aussi intéressante, et on reviendra sur les enfants après, c'est parce que en tant qu'adulte, des fois, on est dans notre quotidien, dans notre vie, métro, boulot, dodo, les courses, les trucs, enfin, faut penser, et du coup, on n'est plus dans le jeu. On oublie d'être dans le jeu, on n'y pense plus, on se dit que c'est pour les enfants et que nous, ça y est, on est adultes et c'est plus pour nous. Alors que finalement, on a tous encore cet enfant à l'intérieur de nous, je pense, qui a envie de jouer et qui veut jouer. Voilà, quand on est adulte, comment remettre du jeu dans notre vie? Et j'ai envie presque de dire comment remettre de la joie finalement dans notre vie, mais la question c'est sur le jeu. Oui, c'est vrai que la joie est très liée au jeu, en tout cas à la créativité. Et parfois, adultes, nous sommes pris dans les routines. Il y a peu de joie, peu de place pour la joie, surtout si nous avons eu des modèles parentaux où nos parents ne jouaient pas, où ils nous disaient que c'était du temps perdu et qu'il y avait d'autres choses à faire plus importantes, par exemple faire nos devoirs ou mettre la table. Tu penses qu'à jouer, hein, arrête, sois utile. Voilà, c'est des phrases qu'on a pu entendre et qui peuvent avoir un impact quand nous sommes adultes. Et il y a souvent d'ailleurs une distinction qui est faite entre le travail d'un côté et le loisir de l'autre. Je parlais tout à l'heure du docteur Stuart Brown, qui a beaucoup travaillé sur le jeu. Et lui, il dit, mais laissez le jeu, il invite les personnes à laisser le jeu infuser toute l'existence, pour pas qu'il y ait vraiment d'opposition entre le travail et la joie, entre le travail et le jeu, et le jeu qui donne de la joie, et plutôt de laisser infuser. Mais ça demande peut-être de voir déjà quels sont les obstacles. Alors moi, c'est vrai que je suis pas une spécialiste du jeu chez les adultes, mais il y a une question parfois que je pose maintenant aux adultes et que je peux poser là, qui est, enfin c'est pas une question, c'est une invitation à se souvenir chacun d'un jeu, un souvenir le plus clair possible, de remonter le temps et jusqu'à un souvenir clair et joyeux d'un jeu que chacune a aimé enfant, petit enfant. Ça peut être un jeu solitaire, ça peut être un jeu avec d'autres, ça peut être un jeu avec un objet, ou ça peut être un jeu sans objet, ça peut être chez soi, ça pouvait être un anniversaire, peu importe, à la maison, à l'école, etc. Mais de penser à un souvenir clair de jeu et de se reconnecter, de prendre le temps de se reconnecter à ce souvenir et de se reconnecter à l'émotion qui est liée à ce souvenir-là. Et puis, quand les personnes ont le souvenir du jeu, nos auditeurs peut-être peuvent le faire, je leur demande de voir comment c'est connecté à leur vie d'aujourd'hui, comment l'émotion qu'ils ont ressentie à ce moment-là, quand ils jouaient, comment elle est connectée à leur vie actuelle. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement clair, la connexion. Je peux donner l'exemple d'une femme médecin qui m'a dit, moi c'était mon souvenir, c'était le cochon qui rit, le jeu du cochon qui rit, avec ce petit cochon dont on enlève les pattes, la queue, etc., on lui remet. Elle me dit, j'ai hésité entre ça et le docteur Maboul, mais je vois absolument pas le lien avec la vie d'aujourd'hui. Et c'était drôle parce qu'elle était un médecin. Et donc, je lui dis, ouais. Et là, d'un coup, elle a éclaté de rire parce que ça lui est apparu évident. Ou alors, j'ai aussi eu récemment l'exemple d'une femme qui s'est connectée à un souvenir d'elle joyeux où elle utilisait un cerceau. C'était ce mouvement du cerceau autour de son corps. En cherchant en quoi ça pouvait être connecté à sa vie d'aujourd'hui, elle a retrouvé cette image d'elle en train de faire du vélo parce que tous les jours, c'est une femme qui est à ESH, qui travaille avec les enfants porteurs de handicap à l'école, qui les accompagne. Et pour aller à l'école et pour revenir de l'école, elle y va en vélo. Et le mouvement de la roue cyclique, d'un coup, le mouvement, le bruit,
C'était vraiment sensoriel. Elle m'a dit, mais ah oui, elle s'est rendue compte que c'était ça en fait, que elle éprouvait la même joie. Alors on peut dire que elle, peut-être là, la joie déjà, elle fait un peu partie de son quotidien, puisque pour aller à l'école, pour en revenir, elle a de la joie à faire du vélo, comme elle avait de la joie petite fille à faire du cerceau. Ouais. Voilà. Et comment faire quand on n'arrive pas à connecter, qu'on a un souvenir clair de quelque chose qui nous est du bien quand on était petit, où on aimait jouer à ce jeu, on a peut-être même des souvenirs de rire, qui est très présent, mais qu'on n'arrive pas du tout à connecter avec quelque chose du présent. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire et comment réussir à connecter? Oui. Je vais pas être aussi catégorique, mais le docteur Stuart Brown dit si ce n'est pas du tout connecté avec votre vie d'aujourd'hui, posez-vous des questions sur votre vie d'aujourd'hui, votre travail. Et c'est-à-dire que, sans être caricatural ou systématique, peut-être que c'est une invitation à se dire tiens, mais finalement, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Quel sens a ma vie? Est-ce que j'ai de la joie dans ce que je fais? Parce que ce qui est intéressant, c'est que le jeu est universel. Le besoin de jouer, les fonctions, peut-être on va les évoquer, mais les fonctions du jeu sont universelles. Et ce qui n'est pas universel, c'est le type de jeu que nous choisissons. Parce que chacun d'entre nous a des préférences. Et ça, c'est vraiment lié au tempérament de chacune. Et donc, c'est intéressant de voir, il y en a qui vont être plus attirés par des jeux qui sont des jeux locomoteurs, d'autres par des jeux de construction, des jeux de création, d'autres par des jeux de règles. Chaque personne est différente. Et finalement, de faire ce petit travail, de réfléchir à nos premiers souvenirs joyeux de jeu, ça nous dit quelque chose de notre identité profonde. Ouais. Et est-ce que même professionnellement, pour quelqu'un qui serait plus épanoui dans son métier, qui voudrait faire autre chose mais qui saurait pas quoi faire, est-ce que le fait de se reconnecter par exemple à un souvenir joyeux de jeu, qu'est-ce qu'il aimait faire quand il était petit, ça peut lui donner peut-être des pistes vers quoi il pourrait se diriger finalement? Oui, en tout cas, c'est dans ce sens-là, mais ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce questionnement du docteur Stuart Brown et que je l'utilise avec les personnes que j'accompagne. Je le fais parce que je pense que, en effet, évidemment, il y a une palette de questionnaires et de questions qu'on peut poser aux personnes pour les aider à trouver quelle est leur identité, qu'est-ce qui leur donne de la joie, ce qui a du sens, en fait, pour eux. Mais je trouve que ça y participe pleinement, ça a du sens, pour moi, en tout cas, de leur poser la question très directement. Oui, parce qu'il connecte avec l'émotionnel, en fait, finalement. Oui, avec ce qui donne de la joie. Et la joie est vraiment l'émotion qui donne la direction de vie. Les personnes qui ont eu des problèmes neurologiques suite à des accidents, par exemple, et qui sont plus capables d'éprouver de la joie, sont perdues, savent plus où aller. La joie, c'est vraiment l'émotion qui donne le sens. Ouais. Et pour quelqu'un qui voudrait remettre un peu plus de jeu dans sa vie d'adulte, est-ce que tu aurais des choses à nous proposer, à nous suggérer, à nous inviter? Par exemple, cette dame qui prend le vélo pour aller au travail, en fait, elle connecte avec ce hula hoop et elle allait en métro, par exemple, au travail et finalement, elle passe sur le vélo. Le vélo, c'est une manière de remettre du jeu dans sa vie. Voilà. Est-ce que tu aurais comme ça des choses à nous proposer pour un questionnement à faire pour remettre un peu du jeu dans la vie, parce que finalement j'ai l'impression que ça peut être dans nos actes du quotidien. On peut faire à manger en étant dans le jeu, j'en sais rien. Voilà, est-ce que tu as des choses à nous proposer dans ce sens-là? Oui, on peut faire à manger en écoutant de la musique et en dansant, par exemple. Alors, on peut mettre un peu de folie, un peu d'espièglerie, de jeu, d'humour partout où il y a de la vie. Hier, je recevais un couple et il me parlait d'un souvenir de jeu. Je leur ai pas posé la question spontanément. L'homme a parlé du jeu qui existait au départ entre eux, au départ de leur couple. Et l'exemple qu'il avait donné, c'était on se promenait dans un parc et pourtant elle est pudique et moi c'est pas mon truc de danser. Et d'un coup il y avait une musique, on a dansé ensemble, on a dansé un slow et c'était un souvenir très vibrant encore pour chacun d'eux. Alors déjà de se reconnecter à notre enfant intérieur, à l'enfant que nous étions chacune et qui a joué, c'est déjà une piste, je pense, importante. Après, j'ai pas de recette là-dessus. Puis c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment un monde que je découvre là depuis quelques années. Moi, je me suis formée à la thérapie par le jeu non directive en 2019. À fur et à mesure que je le découvre, à fur et à mesure, je me rends compte de la richesse de cet univers et de l'importance du jeu dans la vie des adultes. L'humour, c'est une forme de jeu, en fait, important. La créativité, l'écriture, c'est une forme de jeu important. Parce que les personnes, souvent, quand on parle de jeu adulte, pensent plutôt au jeu de règles.
Par avec exemple, les jeux de par cartes, exemple, les échecs, etc. Mais ça fait partie, les jeux de règles font partie des jeux et c'est une partie importante. Mais le jeu se limite pas aux jeux de règles. Oui, tu le dis très bien, peindre, ça peut être un jeu, écrire, ce qui est lié à la créativité, en fait. Tout ce qui est lié à la créativité, c'est du jeu, tout à fait. Et pour les auditeurs qui sont parents ou qui ont des enfants dans leur entourage, pourquoi jouer avec les enfants, c'est important? Alors, j'ai fait là tout récemment 2 conférences. Je les ai intitulées "Le jeu, c'est du sérieux". Alors c'est un titre un peu provocateur et j'espère un peu humoristique aussi, mais c'est parce que au-delà de l'humour, c'est pour souligner que le jeu a des fonctions vraiment très très importantes pour l'enfant et des fonctions importantes sur plein de niveaux, un niveau physiologique, au niveau cognitif, émotionnel et social. Et le jeu permet beaucoup de choses, permet de faire baisser le niveau de stress, permet de restaurer la vitalité. Le jeu facilite en tout cas l'ancrage du positif. Un enfant, par exemple, a vécu des choses positives dans sa journée. Il va le rejouer pour l'ancrer vraiment dans son corps. Le jeu, on sait, permet aussi de la réalisation de désirs qui sont pas réalisables dans la vie de tous les jours. Par exemple, avoir un château et être une princesse ou un roi avec son trône. Il y avait un enfant qui avait construit une cabane forteresse. C'était mon cabinet était tout transformé en forteresse. Et au milieu, il m'a dit, mais tu ne vois pas, mais au milieu, il y a mon trône. Et donc, le jeu permet aussi de s'essayer à la vie d'adulte, mais sans les conséquences. Par exemple, un enfant, à travers les jeux symboliques, va s'occuper d'un bébé, par exemple d'un poupon, ou va jouer au docteur, va soigner le poupon. On sait aussi que le jeu au niveau cognitif qui favorise les apprentissages et la concentration des enfants, qu'il soutient aussi le développement des intelligences émotionnelles et relationnelles, et qui donne du sens à l'existence, qui donne du sens au monde, parce que l'enfant, à travers le jeu, il donne du sens à ce qu'il perçoit. Alors ça, c'est pour les fonctions générales du jeu, et en particulier chez l'enfant. Et tu me posais la question de savoir pourquoi c'est important de jouer avec l'enfant. Parce que le jeu est constitutif de l'enfant, parce qu'il est son langage naturel. Si l'adulte ne joue pas du tout avec l'enfant, alors il peut lui laisser comme message que il n'est pas important. En tout cas, l'enfant peut comprendre qu'il n'est pas tellement important pour son parent ou pour l'adulte qui est avec lui, puisque c'est si important pour lui. Si mon père, si ma mère, si mon éducateur ne joue pas avec moi, peut-être que c'est parce que je suis pas quelqu'un qui vaut la peine. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas facile de jouer. C'est pas facile de remettre du jeu. On a vu dans sa vie d'adulte. Et c'est pas facile de jouer avec les enfants. Et il peut y avoir plein de raisons à ça. Ouais, mais c'est un message important, je trouve, que tu donnes là, au niveau de la communication pour l'enfant, que après, c'est son mode de communication et que il pourrait presque se sentir rejeté, mal aimé, abandonné si on ne joue pas avec lui, en fait. Parce que, ouais, c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur et ça peut le blesser, en fait. Oui, c'est-à-dire que l'enfant, il s'adapte parce qu'il n'a pas le choix, donc il s'adapte toujours à ses parents. Et donc, à un moment donné, si son parent, à chaque fois, lui dit non, j'ai pas le temps, ou j'aime pas, ou c'est pas sérieux, ou arrête de jouer tout le temps, il va s'adapter. Et par exemple, il va jouer seul. Peut-être même il va arrêter de jouer, mais là, si un enfant arrête de jouer, c'est vraiment un signe qu'il va pas bien. Ouais. Mais c'est dur pour les adultes, parce qu'en tant qu'adulte, je peux être fatiguée, je peux être surmenée, déprimée, et quand je suis déprimée, il y a pas de joie et j'ai pas envie de jouer avec mon enfant. Je peux aussi être très addicte, c'est quand même très fréquent maintenant d'être addict aux écrans. Je m'inclus dedans, et de passer du temps devant les écrans, devant son téléphone ou devant l'ordinateur, et de ne pas avoir de moment pour dégager du temps. Enfin, dans les raisons qui fait que nous, en tant qu'adultes, on ne joue pas avec les enfants. Donc, j'ai dit la fatigue, l'addiction aux écrans. Il y a aussi parfois l'impression de ne pas savoir jouer, surtout si nous n'avons pas joué étant enfants. Et ça peut vraiment être un handicap, en tout cas un obstacle que nous nous mettons pour ne pas jouer. Et puis, je disais aussi la croyance que le jeu, c'est pas du sérieux, surtout si c'est ça qu'on nous a dit quand nous étions enfants, que c'était une perte de temps. Alors, si par exemple, j'ai entendu ça, moi, quand je vais avoir des enfants, peut-être je vais passer beaucoup de temps à ranger, à préparer à manger, à faire le ménage, parce que ça, c'est sur des choses importantes et que je
pense essentiel, alors que peut-être je crois que le jeu n'est pas essentiel. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le jeu est pas essentiel pour l'enfant et qui même s'étonnent de voir des psychologues qui jouent avec les enfants, en disant ah bon, c'est sérieux, mais quand est-ce que vous parlez alors? D'ailleurs, jouer, ça veut pas dire qu'on ne parle pas. D'ailleurs, avec les enfants, en fait, le temps spécial dans la thérapie par le jeu non directif, c'est un temps qui est dédié au jeu ou à la parole, ou les deux. Évidemment, on n'empêche pas les enfants de parler. Parfois, ils ont même besoin vraiment de s'exprimer. Et puis, aussi, il peut y avoir des parents parfois me disent, moi, je commence pas à jouer parce que je vois les enfants tellement joyeux et tellement partir comme ça dans cette joie que j'ai peur de ne pas arriver à mettre un terme au jeu. J'ai déjà eu des réponses comme ça quand je questionnais des parents. Et puis aussi, c'est assez fréquent, des parents qui peuvent dire moi j'aime pas trop les jeux auxquels joue mon enfant. Il joue à des guerres, c'est pas mon truc. Il joue à la guerre avec ses petits personnages. J'ai pas envie de jouer. Ou les Lego, c'est pas mon truc. Alors comment faire? Parce que c'est vrai que parfois on n'aime pas le jeu, on a le droit de pas aimer les Lego ou les jeux de guerre. Et en fait, ce qui est possible de faire, c'est de changer de regard un peu, de se mettre un peu de côté ou un peu au-dessus la situation et de dire finalement, est-ce que plus important, c'est que je joue à un jeu ou bien est-ce que c'est que je joue avec mon enfant? Que je partage un moment avec lui, ouais. Ouais. Parce que, en fait, quand on sait que l'enfant, à travers le jeu, livre son monde intérieur, que c'est vraiment une fenêtre sur son cœur, c'est dommage de pas en profiter avec respect et délicatesse. Mais je vais pas être centrée, en fait, tellement sur le jeu. C'est pas grave si j'aime pas le Lego ou si j'aime pas trop jouer dans le sable ou un jeu de balle ou à la guerre avec des épées. Bon. Mais je vais rester centrée, je vais jouer avec l'enfant, je vais rester centrée sur l'enfant, peu importe le jeu. Je vais apprendre à connaître mon enfant à travers le jeu. Et ça me semble être un cadeau précieux. Et puis, au-delà de connaître mieux mon enfant ou mes enfants, ça va permettre aussi le rapprochement. Ça va permettre aussi beaucoup plus d'intimité. Et l'enfant, à travers le jeu, va développer la confiance en moi en tant que son parent et aussi la confiance en lui-même. Et parfois, peut-être qu'au départ, je vais me forcer un peu, mais il n'est pas rare que le plaisir s'invite. Et le plaisir, ça peut être, au-delà du plaisir du jeu, le plaisir d'être avec mon enfant. Alors, au départ, je peux en rajouter un peu et me dire, OK, je vais jouer. On peut se dire, par exemple, qu'on va jouer une fois par semaine, le week-end, par exemple, une demi-heure avec chacun des enfants. Ça, c'est autre chose, c'est de prendre vraiment du temps avec chaque enfant, parce qu'il y a parfois des parents qui ont 2, 3, 4, 5, 6 enfants. C'est chouette aussi de jouer avec tous les enfants. Mais c'est pas le même message que quand je joue avec un enfant en particulier. Parce que là, je lui donne vraiment de l'attention à lui ou à elle. Et c'est précieux pour l'enfant. Voilà. C'est précieux aussi de faire des jeux ensemble, et c'est aussi précieux d'avoir des moments de jeu. Et ça peut être 20 minutes si j'ai beaucoup d'enfants ou un quart d'heure. Et je peux même mettre un timer pour moi si ça me rassure. Et d'ailleurs, j'ai vu certaines vidéos passées, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, de parents qui partagent des activités, des tâches ménagères en fait avec leurs enfants, et ils font faire je sais pas, la vaisselle aux enfants, et les enfants ils sont contents, ils ont les mains dans l'eau, il y a de la mousse, ils frottent, ils ont le sentiment d'aider, de contribuer. Ouais. D'autres qui passent l'aspi, on voit un petit bout de chou de 4 ans qui a l'aspirateur qui est plus grand que lui et qui est là et qui galère et qui passe mais qui est content. Voilà, est-ce que on peut aussi faire ça en fait, partager des choses que nous on fait dans notre quotidien, le partager avec les enfants, et que vu que eux ils le partagent avec nous, tout peut devenir ludique. Exactement, ouais. Tout peut devenir ludique, et parfois faire le ménage peut être drôle. On peut mettre de la musique, on peut danser en passant à l'aspirateur ou le balai, et ça peut être drôle. Et pareil pour la cuisine, tu parlais de la cuisine. Ce qui va compter, c'est que dans le jeu, la finalité importe moins que l'acte lui-même. C'est ça qui définit un jeu en dehors de la joie. On parlait tout à l'heure de la joie du jeu. Mais c'est aussi que finalement, un enfant qui soigne un poupon, un petit bébé, dans le jeu, le but, c'est pas qu'il soigne le bébé, le but, c'est le geste en lui-même. Et c'est pareil, si je fais la cuisine avec mon enfant, qu'il a 5 ans et qu'il adore, et les petits adorent faire le ménage, ils adorent faire la cuisine. Si je veux que ça reste ludique, c'est pas facile, parce que pour moi, ça peut être des activités, j'ai besoin d'avoir un résultat. Et
c'est toujours de se dire quel est mon objectif là. Est-ce que mon objectif c'est d'avoir un super gâteau, un super plat élaboré dans les standards que moi je veux, ou d'avoir un ménage nickel, mais ça pourrait dans certains cas être le cas, mais ça va pas être un jeu à ce moment-là. Et si c'est un jeu, j'ai besoin vraiment de dire le plus important c'est que mon enfant par exemple prenne de la confiance en lui à travers le jeu, du faire semblant, parce que à travers le jeu, les enfants souvent s'essayent aux tâches d'adultes, ce que je disais tout à l'heure. Et peut-être c'est ça le plus important. Et c'est aussi qu'on ait un moment de connexion profonde l'un avec l'autre. Si c'est ça qui est prioritaire et que c'est clair dans l'esprit, dans le cœur du parent, et qu'il arrive à pas être trop stressé, parce que c'est ça, on est vite rattrapé par le stress de ah là là, mais non, le gâteau il va être complètement raté. Et donc bon, voilà, si j'arrive à être détendu, mais c'est pas facile parce que quand on est parent, adulte, on a aussi des impératifs et il y a beaucoup de stress dans la vie d'un adulte de nos jours. Donc est-ce que je peux m'aider moi-même en me disant que finalement je vais avoir le plaisir de ce temps de connexion avec mon enfant et que ça va m'apporter à moi aussi en tant que parent, en mettant les objectifs un peu de côté. Là, c'est du jeu. Oui, c'est peut-être mettre un peu de souplesse, finalement, sur ce qu'on attend. Enfin, au final, ne pas forcément attendre quelque chose. C'est ça, c'est de mettre, de lâcher prise sur les objectifs de perfection. Ouais. Et ça, c'est pas facile de lâcher prise là-dessus. Et quand si j'ai une idée de oui, le ménage doit être fait comme ça, et attention, il y a mes beaux-parents qui arrivent là, il faut que ça soit nickel. Ou je sais pas, le plat que je prépare pour ce soir. Est-ce que j'arrive à mettre ça de côté et à réguler moi mon propre stress, parce qu'on a parlé aussi que ça aidait à réguler le jeu, aide à réguler le stress, mais est-ce que moi en tant que parent j'arrive à réguler mon stress pour être avec mon enfant en connexion vraiment? C'est pas si facile que ça, mais c'est un bel exercice. Ça vaut le coup d'essayer. Ouais, c'est ça carrément. Puis au pire, si on jouait à faire la vaisselle et que la vaisselle est mal faite, on pourra quand le petit fera autre chose repasser derrière et et enlever le truc qu'on avait vu, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que tu vois, moi par exemple là j'ai parlé des jeux un peu comme des tâches ménagères, mais est-ce que t'as des jeux à nous proposer qui peuvent être simples ou qu'on peut faire avec notre enfant pour justement alimenter ce lien avec lui, cette connexion, pour les personnes qui sont pas forcément inspirées ou qui n'ont pas joué eux-mêmes avec leurs parents quand ils étaient petits, qui sont un peu démunis. Voilà. Alors, je vais te dire que justement dans le jeu non directif, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas à te préoccuper en fait des jeux. Alors oui, parce qu'il faut si tu n'as pas de jeu autour de toi, c'est important d'avoir des jeux d'expression, de création, de construction, par exemple des blocs, des jeux d'expression, ça va dépendre évidemment de l'âge de l'enfant, d'avoir des jeux qui permettent l'agressivité, même des épées ou des frites ou un punching ball, ou d'avoir des jeux d'adresse, par exemple, ou des fléchettes ou des balles. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de jeux, mais d'avoir quelques jeux aussi qui permettent de le faire semblant avec un peu soit une maison de poupée ou en tout cas des petits personnages, des animaux. Ça fait partie aussi de la base de ce qu'on peut avoir, et quelques jeux de société, surtout si c'est des enfants un peu plus grands, on peut aussi avoir quelques jeux de société, des Mikado, des jeux de cartes, etc. Mais pas besoin, et même c'est même contre-productif parfois d'en avoir trop. Et je te disais, ce qui est intéressant dans le jeu non directif, c'est que tu n'as pas à choisir. T'es pas animateur de colo et tu vas dire allez, on va tous faire une partie de loup-garou, et pourquoi pas, j'adore le loup-garou, ça m'amuse beaucoup, mais c'est l'enfant en fait qui va choisir. Et ça, dans cette approche non directive, alors dans le jeu non directif et encore plus dans la thérapie par le jeu non directif, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que c'est l'enfant qui guide, c'est l'enfant qui choisit son activité, c'est l'enfant qui va choisir s'il arrête et change d'activité, sans qu'on le dise oh mais tu changes tout le temps, c'est pas possible, tu sais pas, regarde, tu sors et puis après tu mets le bazar et puis après tu veux autre chose, parce que c'est souvent ça aussi qu'on peut être amené à dire aux enfants, en laissant l'enfant donc choisir, arrêter et même choisir ses règles. Alors ça c'est difficile pour les parents, laisser l'enfant choisir des règles, surtout si c'est un jeu de société qu'il connaît bien. Et moi je sais que par exemple j'ai un mastermind là et j'aimais bien petite jouer au mastermind, et alors là quand c'est pas les mêmes règles, pour moi c'est un peu difficile, je peux dire mais non c'est pas ça, les rouges et les blancs c'est pas ça, mais c'est difficile de lâcher prise parfois, parce que nous en tant qu'adultes nous dirigeons beaucoup la vie de l'enfant.
Et c'est ça qui est important. C'est important de se rendre compte que, en tant qu'adulte, en tant que parent, je dirige tout le temps la vie de mon enfant. Les enfants ont peu de liberté, au final, même si on a l'impression qu'ils en ont, parce que ils doivent se lever à telle heure, ils ont telle et telle activité à faire, ils doivent s'habiller, prendre un bain, enfin, bref, nous dirigeons beaucoup la vie des enfants. Et à travers le jeu non directif, pour une fois, c'est l'enfant qui va diriger. Et pourquoi c'est important? Parce que l'enfant va, à ce moment-là, vit quelque chose de précieux qui est qu'il est aux commandes de sa propre vie. Il va apprendre à être aux commandes de sa propre vie. Dans ma pratique, je reçois des enfants qui sont parfois qui s'adaptent énormément parce qu'ils ont été maltraités et qui ont l'habitude de s'adapter aux désirs des parents. Parfois, il arrive qu'un enfant, quand il entre dans mon cabinet et que je dise, voilà, c'est un temps spécial et tu peux faire et dire presque tout ce que tu veux. Et s'il y a quelque chose que tu peux pas faire, je te le dirai. Alors, il voit qu'il y a des jeux, il voit qu'il y a des endroits pour parler si on veut parler. Mais parfois, il arrive que certains me disent, je sais pas. Alors, ça peut être un peu le début, le démarrage qui est pas facile. Parfois, ça peut persister pour des enfants, justement, qui sont en difficulté de choisir parce que dans leur vie, ils n'ont pas pu encore avoir ce privilège de choisir des choses vraiment pour eux. Et c'est pour ça que c'est important. C'est la première raison pour laquelle c'est vraiment important de laisser les enfants choisir. Et nous, ça nous évite aussi de devoir jouer aux animateurs, parce que dans cette posture-là, je ne suis pas animatrice, animateur, mais je me laisse vraiment guider par l'enfant. C'est vraiment le principe directeur. Et même s'il a envie de tricher, ah ok, t'as changé la règle du jeu. Évidemment, quand un enfant triche, moi, en tant que parent, je peux repérer que c'est parce que c'est important pour l'enfant de gagner à ce moment-là. Et je peux même le dire. On peut dire, ah, t'as vraiment envie de gagner. C'est important pour toi. Ou t'as pas envie, ou c'est frustrant de perdre. Ah, ok, on change les règles du jeu, d'accord. On peut mettre un peu d'humour et dire, ah, mais toi, t'as changé. Est-ce que moi aussi, j'ai le droit de changer? Bon. Non, pas toi. Et alors, voilà, on sait, si l'enfant dit non, pas toi, on sait qu'il est pas prêt. Non, on sait qu'il est pas prêt. S'il s'amuse et qu'il dit, bon, ok, tu peux, c'est que déjà, il a bien avancé, il est très, très à l'aise et très détendu par rapport à ça. C'est qu'il est pas prêt à diriger, c'est ça? C'est qu'il est pas prêt à quoi? Non, si l'enfant ne supporte pas, lui il veut tricher, mais il veut pas que son parent par exemple triche, ou l'adulte, c'est qu'il est pas prêt, en fait, qu'il a pas assez confiance en lui, en ses compétences, et que donc il est pas prêt. Mais c'est ok. Dans ce cas-là, on dit ah ok, d'accord, c'est toi, tu peux changer, mais moi je change pas. Ok, mais voilà, on le laisse changer. Mais c'est un sacré challenge pour les adultes parce que on a l'habitude de vraiment de diriger. Parfois, j'observe les parents parce que avant de savoir si je me dirige vers une thérapie par le jeu non directive ou une thérapie plutôt familiale, la thérapie filiale qui est la thérapie familiale autour du jeu, j'observe les parents et les enfants jouer. Alors cette fois avec tous les enfants, si c'est une fratrie, s'il y a plusieurs frères et sœurs, et je vois comment les parents induisent le jeu. Ah, mais oui, tu te souviens, tiens, on pourrait faire comme on avait vu au parc Astérix, là, et voilà, c'est plus fort qu'eux, ou s'ils aiment. Par exemple, des parents qui me disent, ah, mais moi, j'aime bien jouer au Lego, mais si c'est pour moi, parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer au Lego. Alors ça, c'est une chose importante, c'est vraiment de se laisser guider par l'enfant, et ça évite donc d'avoir à trouver le jeu. On peut aider un enfant si vraiment il est en difficulté, mais c'est vraiment de le laisser libre, de pas juger, pas dire c'est bien, c'est mal, de pas le questionner, de pas le conseiller. Et ça, c'est vraiment des attitudes qui sont pas si simples que ça pour nous adultes à avoir, parce que rapidement on a envie de conseiller, ou alors on joue un peu au prof. Et parfois le jeu sert à ça aussi, ça peut être chouette, mais spontanément là, quand on est dans du jeu non directif, l'enfant est pas là pour apprendre, parce qu'il va apprendre de toute façon. Mais je vois beaucoup de parents qui spontanément vont dire à leur enfant, bah là, tu me demandes comment on fait, mais regarde, t'as la règle du jeu. Par exemple, un enfant de 6-7 ans qui apprend à lire, tu peux le lire si tu veux. Ou un enfant qui va dire, ah, j'ai mis toutes les petites voitures dans le sable. Ah oui, combien de voitures? Compte-les. Voilà, les parents qui disent ça. Alors, c'est pas que c'est pas bien de le faire, c'est pas ni bien ni mal, mais c'est juste que si vraiment on veut un moment de connexion avec l'enfant, c'est pas un moment pour lui apprendre. Il y a assez de jeux éducatifs comme ça, il y a assez de moments où l'enfant apprend. Si l'enfant demande, c'est autre chose. Mais s'il ne demande pas, je suis mon enfant et je suis surtout en connexion émotionnelle à travers le jeu. Ça demande aux parents en fait à lâcher, j'ai l'impression, complètement prise. C'est un exercice très très compliqué et je pense qui est très riche pour permettre à l'enfant en fait d'être créateur à ce moment-là de sa vie et maître un peu de ce qu'il fait. Et
Oui, c'est Comment? ça. Et je voulais juste rajouter, parce que c'est toi qui m'y fait penser, Lily-Rose, mais parce que en plus, si je dirige le jeu, j'ai pas accès au monde intérieur de l'enfant. À Ouais. travers le jeu non directif, je sais vraiment ce qui intéresse l'enfant. Et je cite parfois cet exemple parce que ça m'avait marqué. J'avais reçu un enfant juste avant le premier confinement du Covid, et il était en train de créer une construction dans le cabinet. Il y avait des épées qui étaient à un certain endroit. Enfin, c'était très très précis ce qu'il avait élaboré. Il revient donc, je sais plus, 2 ou 3 mois après le confinement, et il me dit, c'était un enfant de 8 ans. Il me dit, tu te souviens où on en était? Je dis oui, à peu près. Et il remet exactement les objets tels qu'ils étaient avant son départ. C'est fascinant de voir, et c'était fascinant pour moi de voir qu'en fait, il savait ce qu'il avait à travailler, puisque là, c'était dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique, et qu'il savait où il en était dans son développement. Donc, les enfants, ils vont pas par hasard vers telle ou telle activité. Et c'est vraiment intéressant de mon point de vue de les suivre, parce que c'est vraiment quelque chose d'eux-mêmes en fait qu'ils sont en train de livrer. Ouais, c'est intéressant, et j'aimerais bien après qu'on aborde cette notion, à quel moment est-ce qu'on peut faire appel justement à la thérapie non directive par le jeu et aller voir un thérapeute. Pourquoi, pour quel type d'enfant ou de problématique. Ouais. Mais avant ça, j'avais une question. C'est donc on laisse l'enfant, on va dire, diriger le jeu et cette activité. Tu disais par exemple accepter de le laisser tricher, même peut-être en mettant un trait d'humour. Si on a commencé un jeu et qu'en plein milieu il va arrêter, on est en mode ok, passons à autre chose. Peut-être juste quelles sont les limites. Il y a certaines, j'imagine, limites. Si l'enfant commence à venir vers nous, à nous taper, ça c'est pas ok, évidemment. Donc jusqu'où leur laisser cette liberté. J'imagine tant que ça leur fait pas de mal à eux ou à l'entourage. Mais voilà, juste quelles sont les limites dans cette liberté? Oui, et ça c'est important parce que ça fait partie des limites de sécurité que, en tant qu'adulte, je dois poser dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt aussi du lien que je suis en train de construire ou de réparer peut-être avec mon enfant. Alors, moi, quand je reçois en tant que thérapeute par le jeu non directif un enfant, je lui dis quand il rentre, c'est un temps ou ici un espace spécial. Et pendant ce temps ou dans ce lieu, pendant qu'on est ensemble, tu peux faire et dire presque tout ce que tu veux. Et s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, je te le dirai, ce que je disais tout à l'heure. Donc déjà, il y a une petite limite qui est dans le presque. Ça veut dire que c'est un temps beaucoup plus permissif que dans la vie de tous les jours, puisque je peux dire et faire presque tout ce que je veux. Mais il y a quand même certaines limites qui sont pas données à l'avance, mais qui sont en général des limites en effet de protection. Ça veut dire que, évidemment, si un enfant se fait mal ou me fait mal, je vais devoir lui dire dans son intérêt et dans mon intérêt aussi et dans l'intérêt de la relation. Sinon, je vais pas pouvoir continuer d'avoir un regard, comme on dit dans le courant rogérien, positif inconditionnel. En tout cas, ce regard positif inconditionnel risque d'être menacé si je laisse me frapper. Et puis, ça semble dommageable. C'est dommageable pour l'enfant aussi de le laisser penser que il peut frapper. Par contre, je vais reconnaître que oui, il y a de l'agressivité en lui et que certainement il y a des raisons, mais je vais te dire après comment on peut faire. C'est en fait ce que aussi j'essaye de dire aux parents, même en dehors des thérapies, on abordera après les thérapies, mais c'est que si à un moment donné il y a de la violence, parce que c'est principalement ça, ou bien si il y a aussi les limites qui peuvent être posées, c'est par rapport aux propriétés, à la propriété, c'est-à-dire un enfant qui est pas violent mais qui va prendre de la pâte à modeler ou de la peinture et va jeter la pâte à modeler au mur, et que moi j'ai pas envie qu'il y ait de la pâte à modeler au mur. À ce moment-là, je vais pouvoir aussi poser une limite par rapport à ça. Et je vais le faire d'une certaine façon. Donc, il y a les limites de la sécurité, par rapport à la violence, les limites par rapport à la propriété, puis il peut y avoir aussi quelques limites personnelles, et c'est important aussi que les parents connaissent leurs limites. Alors, il n'y a pas intérêt à avoir beaucoup de limites, sinon c'est plus un espace-temps permissif, où l'enfant peut vraiment apprendre quelque chose de lui, de la vie. Mais par exemple, je peux être très sensible au bruit.
Et si vraiment j'ai cette difficulté d'entendre des bruits forts, si j'ai des instruments de musique, par exemple des flûtes ou je sais pas quoi, je peux à un moment donné dire que je ne tolère pas que l'enfant vienne me faire de la flûte dans mon oreille ou trop proche. Voilà, ça fait partie des limites personnelles. Et ce qui est important et ce qui va aider les enfants à réguler leurs émotions, puisque à travers le jeu, je parlais tout à l'heure des fonctions du jeu, il y a ce développement des intelligences, je disais émotionnelles et relationnelles, mais ça peut être d'apprendre à réguler les émotions. Un petit enfant, il a vraiment besoin de l'adulte au départ, il sait pas, il est envahi par les émotions, il sait pas réguler tout seul ses émotions quand c'est des émotions fortes. La frustration, la peur, la colère, je mélange là des sentiments et des émotions, mais ou l'émotion de joie, ça submerge en fait, ça envahit le système nerveux du petit enfant, et donc il a besoin d'un adulte qui soit à la fois bienveillant et empathique, c'est-à-dire de reconnaître les sentiments. Tu as envie de m'attaquer, tu es en colère, mais je t'avais dit que je te dirais s'il y avait quelque chose que tu peux pas faire. Parce que dans la thérapie par le jeu, en même temps qu'on dit tu peux faire et dire presque tout ce que tu veux, on dit à l'enfant s'il y a quelque chose que tu peux pas faire et dire, je te le dirai au fur et à mesure. Et ça aussi, les parents, quand je vois des parents seuls en dehors du temps de thérapie, par exemple dans les conférences, les ateliers, je leur dis que ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent dire. C'est, voilà, je t'avais dit que je te dirais, là, tu as envie de m'attaquer, mais ça, tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Tu peux pas me lancer un objet à la tête. Sans se justifier, sans partir dans des justifications trop longues. Si l'enfant insiste, pose une question, on peut dire, tu voudrais savoir pourquoi. Mais à ce moment-là, être très concis. Si l'enfant, ensuite, fait, c'est nul alors ton jeu, par exemple. C'est à ce moment-là, lui exprimer de l'empathie sur sa réaction et lui dire par exemple t'es déçu ou t'es contrarié que je t'ai dit ça. Donc c'est Bill Nordling qui est un des théoriciens aussi et des grands praticiens aux États-Unis de la thérapie par le jeu non directive. Alors aux États-Unis ils appellent ça la thérapie centrée sur l'enfant. C'est lui qui parle de sandwich empathie quand il y a une pause de limite, c'est-à-dire que je reconnais le sentiment de l'enfant, t'as envie de m'attaquer, je dis, ok, je t'avais dit ça, tu peux pas faire, hein. Je t'avais dit que je te dirais ça, tu peux pas faire. Tu peux pas me lancer l'objet à la tête. Et si l'enfant, par exemple, est déçu, t'es déçu. Tu aurais voulu lancer la pâte à modeler. Tu trouvais ça joli, la pâte à modeler sur le mur, par exemple. Parfois, on n'a pas le temps d'exprimer de l'empathie. Si l'enfant, par exemple, nous menace et qu'on sent qu'on est en danger avec un objet, on va dire stop, ça, tu peux pas faire. Et après, on peut mettre l'empathie après. Mais l'idée, c'est d'allier ce qui, en fait, aide l'enfant à réguler les émotions. C'est pas juste de poser des limites. Ça va dépendre comment on les pose. Si on le fait de façon bienveillante, en reconnaissant, en se connectant aux besoins et aux sentiments de l'enfant quand il le fait, et en étant attentif jusqu'à ses réactions d'après la pose des limites, alors là, ça va lui apprendre à réguler ses émotions. Si je suis juste en empathie, je dis t'as envie de m'attaquer, là tu es très en colère contre moi, mais qu'il n'y a pas de limite, ça va pas l'aider à réguler ses émotions. Mais si je suis sur un mode autoritariste, on pourrait dire, et que simplement je lui de façon en haussant la voix et peut-être même en lui criant dessus, et je veux dire c'est inacceptable, on va arrêter là parce que tu m'as lancé l'objet à la tête, tu es vraiment un mauvais garçon ou une mauvaise fille. À ce moment-là, ça va pas non plus l'aider à réguler ses émotions. Donc la première fois, on lui rappelle la règle, on lui donne de l'empathie. La deuxième fois, on lui dit, tu te souviens de la règle? Ça, tu peux pas faire. Et si tu continues, on va devoir arrêter pour aujourd'hui. Et s'il continue une troisième fois, on arrête l'activité. Et on arrête de jouer avec l'enfant à ce moment-là. C'est vraiment ça, cet ensemble de bienveillance et de pose de limites, qui sont des limites de sécurité, de protection, qui va aider l'enfant à grandir et à réguler ses émotions. Et c'est possible aussi qu'après, une fois avoir mis notre limite, exprimer l'empathie, l'enfant ait compris, se soit senti entendu et compris, et qu'au final, il passe à autre chose et que nous aussi, on puisse embrayer. Exactement. La plupart du temps, les enfants, en fait, comme le jeu est vraiment important pour eux et qu'ils ont envie de jouer, ils n'ont pas envie de gâcher ce temps, ils arrêtent, ils passent à autre chose. Ils vont arrêter en tout cas le comportement qui posait problème. Et en effet, la plupart du temps, c'est ça qui se produit. C'est assez rare, finalement, qu'un enfant continue. Mais s'il continue, ça demande à être entendu. Les besoins de l'enfant qui sont derrière le comportement doivent toujours être entendus. L'agressivité doit être comprise aussi. Mais ça n'empêche que c'est aussi mon rôle de parent de dire que c'est pas possible.
Et par rapport à ça, dans l'idée qu'un enfant vraiment continuerait avec cette agressivité, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un trouble peut-être du comportement? Comment est-ce que le jeu peut aider un enfant qui a un trouble justement du comportement, que ce soit une agressivité ou une très mauvaise gestion des émotions qui fait que ça se retourne contre lui ou contre les personnes qui l'entourent? Comment le jeu peut justement aider dans ces situations compliquées? Alors déjà, en jouant avec son parent, si c'est avec son parent qu'il joue, ça va l'aider en soi à réguler ses émotions, parce qu'à travers le jeu, il apprend à réguler ses émotions, et c'est sa façon d'exprimer ses sentiments. Nous, ce qui nous aide adultes de réguler nos sentiments, c'est de pouvoir dire aussi des choses et d'être entendu, bien sûr, parce que si on n'est pas entendu, non. Mais si je suis entendu, j'ai une oreille attentive, une oreille empathique en face de moi, ça va m'aider à réguler mes émotions. C'est pas juste les enfants, mais les enfants, eux, à travers le jeu aussi, c'est leur façon de s'exprimer. S'ils ont des adultes bienveillants et qui sont à l'écoute, ça va les aider en soi à réguler. L'autre façon, un enfant agressif, c'est ce que je disais, c'est d'allier l'empathie et une pose de limites, en fait, qui sont des limites de sécurité, des limites de protection. Ça va être très aidant pour un enfant, sachant que c'est vraiment, encore, j'insiste sur le fait que si un enfant est agressif, c'est vraiment important aussi de comprendre ce qui est en train de se passer pour l'enfant, ce qu'il est en train de dire. Et c'est difficile parce qu'en tant que parent, je peux me sentir visée personnellement et avoir du mal, en fait, narcissiquement, à supporter ça, que l'enfant s'en prenne à moi. Mais parfois, si je suis la figure d'attachement de l'enfant, c'est-à-dire la personne qui est le plus répondue de façon le plus adéquate depuis qu'il est petit à ses besoins physiologiques et psychologiques, parfois l'enfant va exprimer l'agressivité parce que justement, il peut le faire avec moi. Parce que justement, il peut dire qu'il y a des choses qui, par exemple, dans sa journée, ont été très dures. Ça peut être ça. Ça peut être, il a été frappé à l'école par un enfant. Et ben, il rentre à la maison, il va faire la même chose. C'est comme si il disait, voilà, maman, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Évidemment, il le dit pas avec des mots. Alors, peut être tenté de dire, mais qu'est-ce qui te prend? Tu arrêtes ça tout de suite, voilà. Et encore une fois, évidemment, qu'il y a besoin à un moment de dire ça, tu peux pas faire. Mais aussi, waouh, on peut dire à un enfant, ben là, aujourd'hui, si c'est un enfant qui n'était pas agressif, d'ordinaire, dire, waouh, aujourd'hui, t'as dû avoir une journée super dure. T'es vraiment, t'es pas bien là. Journée difficile pour toi. Et l'enfant, si c'est ça se voit dans le verbal et dans le non-verbal, et ça, c'est proche de la méthode RE, mais c'est normal, ce sont les mêmes auteurs qui ont créé les deux approches. Et si c'est pas ça, il va dire, mais c'est pas ça, et il va expliquer. Et ok, le parent continue de suivre l'enfant et de dire, ah ok, merci de m'expliquer, c'est ça en fait qui t'est arrivé. Ouais, c'est précieux ce que tu dis. J'avais déjà entendu quelque part quelqu'un qui disait un enfant qui fait des problèmes, c'est un enfant qui a des problèmes finalement. Oui, c'est ça. C'est que il n'y a pas de trouble du comportement sans quelque chose, sans déclencheur, sans des raisons derrière. Et souvent, c'est un symptôme. En fait, on s'en tient souvent. On va envoyer, par exemple, un enfant qui est turbulent, on va l'envoyer au CMPP, on va dire oui, trouble du comportement, sans parfois voir que derrière le trouble du comportement, il y a un psychotraumatisme et que c'est sa façon malheureuse peut-être, mais de s'auto-traiter de l'enfant pour ne pas ressentir la souffrance d'un traumatisme. Ouais. Je reviens à ma question que j'avais introduite il y a quelques temps de ça, c'est à quel moment finalement est-ce qu'on peut aller voir un thérapeute par le jeu? Pourquoi aller voir un thérapeute par le jeu? À quel moment le faire? Alors, je peux en tant que parent aller voir un thérapeute pour enfants, un psychothérapeute, psychopraticien pour enfants. Si mon enfant, par exemple, on parlait d'agressivité, si mon enfant est très agressif et que j'ai du mal à supporter et que je me sens impuissante en tant que parent à aider mon enfant, ou que je suis la tête sous l'eau en tant que parent, que je suis en dépression, que je sais que mon enfant a vécu quelque chose de difficile, par exemple, on s'est séparés, il y a eu de la violence conjugale dans le couple, ou des choses plus anodines. Mon enfant a déménagé, il le vit très très mal, il a plus ses repères, ses copains, etc. Et j'ai du mal à jouer avec mon enfant, et je sens qu'il y a des choses qui demeurent, qui persistent. Alors si ça persiste dans le temps, si la souffrance de l'enfant est manifeste et grande, je peux avoir intérêt à aller voir
quelqu'un qui est un thérapeute pour enfants. Et je sais que moi, la question que je me pose quand je vois une famille, c'est toujours, est-ce que je vais plutôt vers une thérapie par le jeu non directive, où je vais recevoir l'enfant? Alors bien sûr, les parents sont présents dans le processus, ils sont les alliés thérapeutiques, et je vais les voir toutes les 6 séances, ou même plus si besoin. Donc ils ont un rôle, je vais leur donner des billes pour les aider à faire au quotidien, puisque ce sont eux qui sont au quotidien. Ou alors, est-ce que je m'oriente plutôt vers une thérapie filiale, c'est-à-dire une thérapie familiale autour du jeu. Et là, ça va demander que les parents s'investissent plus, parce que là, ils ne sont plus de simples alliés, ils sont considérés comme des co-thérapeutes. Parce que en réalité, et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans la thérapie filiale, c'est la grande invention de Louise Guerny et Bernard Guerny, c'est de rendre de la souveraineté aux parents. Parce que souvent, en tant que parent, je peux me sentir illégitime, je peux me sentir incompétente, coupable, voire éprouver de la honte de pas savoir faire avec mon enfant. Moi, j'ai 2 enfants qui sont des jeunes gens, maintenant ils ont 19 et 14 ans, mais mon fils, quand il était petit, j'ai frappé à la porte de psychologue, j'avais besoin d'aide. Il y avait des choses, je voyais qui étaient difficiles pour lui, je savais pas comment l'aider. J'aurais tellement aimé qu'on m'aide à me sentir plus compétente à travers le jeu. J'aurais vraiment aimé ça, mais ça n'existait pas en fait à ce moment-là, quand il était petit. C'est ça que j'ai vraiment à cœur de transmettre aussi. J'ai envie que les parents puissent aussi se sentir compétents. Mais la thérapie filiale, c'est vraiment, j'apprends en tant que thérapeute filiale, j'apprends aux parents, je leur transmets les outils que moi j'utilise dans la thérapie par le jeu, à savoir l'empathie, la structuration du temps, le jeu imaginaire, comment aborder le jeu imaginaire, la pose de limites, comment répondre aux questions, etc. des enfants. Donc, il y a vraiment un temps de transmission des compétences où ils vont s'entraîner à l'empathie à travers le jeu, où ils vont s'entraîner à faire l'annonce de départ, à dire quand il n'y a plus que 5 minutes, parce que tout ça, ça fait partie de la structuration du temps, à poser des limites. Donc, ils vont apprendre et ensuite, ils viennent jouer au cabinet avec leurs enfants, mais les enfants séparément. Le père et la mère, s'ils sont ensemble et s'ils sont engagés tous les deux dans la thérapie filiale, ou bien juste un parent s'il y en a qu'un, si c'est une famille monoparentale et que par exemple le papa ne veut pas participer. Et ensuite, quand ils vont chez eux, après quelques séances, ils filment les séances, ils les envoient et on les supervise en fait sur ces séances-là qui sont à la maison. Et ensuite, le but c'est de leur apprendre à généraliser, c'est-à-dire à étendre ces compétences apprises autour du jeu dans la vie de tous les jours. Génial. Alors, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que le parent est prêt émotionnellement, cognitivement aussi, est-ce qu'il a les capacités cognitives, est-ce qu'il est... Et quand je dis émotionnel, c'est parce que si un parent est trop carencé, s'il a subi lui-même des gros traumatismes et qu'il est très encore pris par ces traumatismes-là, donc très peu disponible pour son enfant, ça risque d'être compliqué. Ça peut, Parfois, c'est super parce que on a des belles surprises en tant que thérapeute, mais ça risque d'être un peu plus difficile. En tout cas, ça mérite de vraiment poser la question aux parents. Mais si je sens que la situation, par exemple, des parents est compliquée, que c'est des parents, je sais pas, je parlais du contexte des violences conjugales. Si des parents, il y avait de la violence conjugale et que c'est complexe, peut-être que je vais plutôt, dans un premier temps en tout cas, aller vers une thérapie par le jeu non directive, sans prendre la famille avec moi, dans la thérapie filiale. Voilà. Ou si l'enfant est très, très agressif avec ses parents aussi, je vais commencer par une thérapie par le jeu, non directive. Mais ce qui est intéressant avec la thérapie filiale, c'est cette autonomie, en fait. L'idée, c'est de donner toutes les clés pour qu'après, les gens, finalement, ils aient plus besoin de toi, quoi. Exactement comme dans l'approche RE, c'est exactement ça. C'est l'idée géniale des Guerny, c'est comment rendre de l'autonomie, de la souveraineté aux personnes. Donc là, à travers le jeu, c'est plus aux parents ou en tout cas aux éducateurs, aux caregivers. Parce que par exemple, Virginie Lelon, avec qui je vais animer la formation, elle travaille dans un village SOS. Et donc, ce sont des enfants qui sont placés, des fratries qui sont placées par le juge des enfants. Et donc, elle forme à la thérapie filiale des éducateurs, des éducatrices, souvent. C'est pour ça que je parle de caregivers en général. Et souvent, ce sont les parents. C'est ça, en fait. C'est cette idée de rendre autonomes les personnes, de pas les disqualifier d'emblée et de leur donner des outils pour qu'elles puissent se venir en aide et qu'elles puissent embellir les relations là avec leurs enfants. Ouais, génial. C'était
très très riche. Je suis super contente de tout ce que tu nous as transmis et d'avoir appris, et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont aussi aimé recevoir ces clés. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur le jeu, ou quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? J'ai vraiment à cœur que cette approche se développe. J'ai vraiment à cœur que les psychologues, les psychothérapeutes, les psychopraticiens, les pédopsychiatres se forment vraiment à l'approche non directive qui a été développée par Louise Guerny, à la thérapie filiale qui a été développée par Louise Guerny avec son mari Bernard, qui s'y intéressent, qui puissent se former. Alors, je vais animer une formation à partir de février-mars 2024 pour tous les psys en général, on va dire, de l'enfance. J'aimerais que ça se sache et que les personnes puissent vraiment se former de façon rigoureuse. C'est une formation un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire il y a peu de formations théoriques, mais il y a 4 jours qui sont vraiment de formation intensive. C'est peu, 4 jours, mais c'est vraiment, on voit les fondamentaux. Ensuite, il y a 3 jours de supervision de groupe. Et ensuite, ce sont des supervisions individuelles et des supervisions dans lesquelles je filme des séances avec les enfants. Et ensuite, je travaille dessus avec mon superviseur ou ma superviseuse. Et c'est chouette, ça demande c'est un vrai engagement, c'est une vraie formation, mais elle est à la fois rigoureuse. Et ce que j'aime dans l'approche de la thérapie par le jeu non directive, c'est qu'il y a un chemin, en fait, qui est assez balisé. Il y a un chemin qui est assez balisé. En tant que thérapeute, même débutant par le jeu, je peux rapidement travailler avec des enfants et me concentrer sur l'enfant. Parce que comme le chemin est balisé, c'est pas exactement un protocole. Il y a des choses que je fais au début, à la fin, une façon de travailler avec l'enfant, une façon de travailler avec les parents. Et ça me permet vraiment de me concentrer et sur l'enfant et sur la relation que l'enfant va nouer avec moi. Donc, travailler aussi sur le type d'attachement de l'enfant. Voilà. Peut-être mon dernier, si j'ai un message à laisser, c'est intéressez-vous les psys à ça, parce que c'est vraiment une approche riche et précieuse et qui mérite d'être connue. Ouais, tu invites vraiment les gens à y aller, quoi. S'ils ont le moindre élan, foncez. Exactement. Ok, super. Est-ce que Louise et Bernard Guerny ont écrit un livre sur le sujet qui est disponible, ou est-ce qu'il y a des ressources disponibles autour de la thérapie non directive par le jeu? Alors malheureusement, il y a peu de choses en français. Oui, Louise Guerny a participé à plusieurs ouvrages collectifs, et notamment autour. Aussi, elle a travaillé beaucoup sur la thérapie la thérapie filiale de groupe aussi. Donc il y a pas mal de choses qui sont en anglais. Il y a aussi les livres sur le jeu du docteur Stuart Brown dont je parlais tout à l'heure. Il y a des choses, je peux te les montrer. Ah ben non, c'est vrai qu'on est on est en audio. On est en audio, pardon. Je pourrais mettre en description si tu pourras me les envoyer après pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. Oui, voilà. Donc si les personnes sont assez à l'aise en anglais, je vais te donner ces infos pour que tu puisses les avoir. Et il y a aussi le livre qui est traduit en français du docteur Lawrence Cohen. C'est une collection qui est dirigée par Isabelle Filiosa et qui en français, le titre en français est pas tellement semblable à celui d'ailleurs en anglais, mais c'est Qui veut jouer avec moi, c'est ça. Mais c'est vraiment là destiné aux parents et c'est vraiment un livre aussi qui est très riche et que je recommande vivement. Ok, super. Merci pour toutes ces ressources, c'est très précieux. J'ai une dernière question pour toi, c'est un peu la question que j'utilise pour clôturer mon épisode. C'est, pour toi, c'est quoi une terre happy? Une terre happy. Pour moi, une terre happy, c'est une terre sur laquelle on peut jouer, on peut éprouver de la joie. Et je trouve que, voilà, à travers le jeu, on est vraiment dans la thérapie. C'est-à-dire, c'est une thérapie en soi de jouer pour nous adultes, pour les enfants. Pas toujours besoin d'avoir des psys. Et ça rend la terre plus joyeuse, ça donne du sens à la vie. Et le jeu a toute sa place pour moi dans la terre happy. Très bien. Merci beaucoup, Lily. C'était passionnant de t'écouter. J'étais très, très heureuse. Merci beaucoup, Lily Rose. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.